tonight. Stormy start for the Ontario government. If it doesn't fit, you must acquit. Final pitch for the Simpson defense. I don't trust doctors at all. And on Goldhawk, did this woman have to die? CTV News with Lloyd Robertson. Good evening. Of blackmail. Maybe they're not as much as I thought. So today the Yes campaign hit back with its own aggressive ad. Will we allow ourselves to be crushed, the ad reads, or will we be respected? The ad is a potent attack on Federalist arguments, but Parizeau says the strong wording is justified. When it comes to the integrity of people, I don't think one overreacts. Some of the things that have been said are going very far. It's a change of strategy for the Yes side. Bernard Landry says they'll get as tough as necessary. The sense of a good strategy is to be adaptable to circumstances and must vary in time according to the rhythm of the campaign. And it's the rhythm of the campaign the Yes organizers hope to change with their new ads. They hope to turn the tables, put the No forces on the defensive, and give the Yes side a badly needed boost. Lynn Robson, CBC News, Quebec City. Daniel Johnson tried to turn the tables on the Yes side tonight, accusing them of going overboard with their latest ad campaign. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? La publicité brutale du Conseil de la souveraineté. Johnson called the ads brutal, saying they'll only distract Quebecers from the real issues, and he urged everyone to find a more reasonable tone in the referendum debate. The tone of the debate has been an issue that's dogged Johnson since last week, ever since a No supporter said the Yes side would be crushed on referendum day. And today Johnson was trying to explain comments made last night by the head of his party's youth wing. Et les gens du Rivière-du-Loup ne suivront pas aveuglément Mario Ducombe. Mario the Stupid is the way it came out. Mario Dumont. But Johnson insists it was a slip of the tongue, not an intentional insult. Au lieu de dire Dumont, il aurait pu dire Dupont, Duton, Ducon, Dubon. This evening in Quebec City, Premier Jacques Parizeau urged Johnson to rein in his troops, to stop them from insulting other Quebecers. Je lance un appel dans cette direction-là au chef du non. I call on the leader of the No side to lower the decibel level, Parizeau said, and discuss the fundamental issues, something Johnson had already done earlier in the day. Le lendemain matin, quel que soit le résultat du vote, on vit tous ensemble. Hein? Il ne faut pas que personne se sente écrasé. The morning after the vote, we all have to live together, he says, whatever the result. No one should feel they've been crushed. The No caravan now heads to Montreal. Tomorrow, Daniel Johnson will meet with business leaders on the West Island, and tomorrow night he'll open the No Committee headquarters in NDG. Jed Kahane, CBC News, Matane. Ce qui a amené le premier ministre Parizeau à lancer un deuxième appel au calme en 2 jours aux principaux porte-parole du Non. Puis l'excitation qu'on cherche à provoquer par l'insulte, l'injure, les cris, comment dire, ça peut déboucher sur ces choses-là. Puis à son tour, Daniel Johnson lance un appel à la modération. En tournée dans le bas du fleuve, le chef libéral a déclaré que les militants des 2 camps devaient s'en tenir à une campagne respectueuse. Mais aux gens de la région, le chef du Non a surtout fait valoir qu'ils avaient tout à perdre de la création d'une frontière avec le Nouveau-Brunswick. Paul Larocque. Dans cette région bordée de mer et de forêts, production rime avec exportation. Pas pour rien que Daniel Johnson a joué sur une corde sensible. Un Québec souverain, a-t-il dit, signifierait une frontière avec le Nouveau-Brunswick, avec tout ce qui s'ensuit, selon lui. C'est-à-dire des frontières entre Matapédia et Campbellton. Ça veut dire des poiriers des 2 côtés, qui ne peuvent pas se promener aussi facilement qu'aujourd'hui, par définition. En soirée, à Matane, Daniel Johnson a répliqué aux propos du premier ministre. Je trouve ça regrettable, des insinuations, des culpabilités éventuelles d'un discours qui crée du vandalisme. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Le chef libéral n'a pas semblé priser les accusations de Jacques Parizeau et lui renvoie la balle. Il reproche au camp du oui, dans sa publicité, de tenter de raviver les tensions linguistiques en ameutant inutilement, selon lui, les francophones. La publicité brutale, qui n'est pas la publicité d'inclusion, la publicité de division. Faut faire attention à ça.
Mais Daniel Johnson lance à son tour un appel au calme aux partisans des deux camps. Il faut baisser le ton, dit-il. Le débat doit se faire de manière respectueuse de part et d'autre. Avec, je le répète, sérénité, en recherchant la vérité, en interprétant de façon généreuse ce que les adversaires peuvent dire, plutôt qu'en tentant de se diviser, parce qu'on devra tous vivre ensemble le lendemain matin, à partir du 31 octobre. En se lançant en campagne en coup de vent, le non espérait bien sûr accroître son avance. Mais depuis le départ, Daniel Johnson est embarrassé par diverses déclarations choc de ses acolytes. Pas pour rien qu'il lance maintenant un appel pressant ses militants qui, de son propre aveu, affichent actuellement un excès de confiance. Ici Paul Larocque, TVA, à Matane. La tension est également palpable à Ottawa en cette période référendaire. Aujourd'hui, le chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard, a perdu patience, il faut le dire, après avoir été apostrophé à plusieurs reprises par un journaliste anglophone. I beg your pardon, sir. I beg your pardon. I don't hear you. Please, I don't hear you, sir. I don't hear you. Au niveau de l'accession du Québec souverain à l'ALENA... Are you a crusader or what? I'm just a journalist trying to ask a difficult question. You don't The tone is the crusader's one. What do you say to the people of Canada? Moi, j'ai une dernière question, s'il vous plaît, en français. Moi, j'ai une question. Le ministre des Finances, Paul Martin, a déclaré aujourd'hui qu'Ottawa accepterait de négocier le partage de la dette du fédéral avec un Québec souverain si les Québécois votent oui au référendum. Du même souffle, le ministre fédéral ajoute que pour l'instant, les forces souverainistes doivent d'abord parler des coûts de leur projet. Sport maintenant en compagnie de Jean. Today, for the yes side in the Quebec referendum campaign, the sovereignists are now playing hardball. They've launched an aggressive new ad campaign. Will we allow ourselves to be crushed, the ad reads, or will we be respected? That's referring to a comment from a no supporter who said the yes side should be crushed. The sovereignists are trailing in the polls, and Quebec Premier Jacques Parizeau is hoping a tougher message will help turn the tables. Some pretty tough words were flying in Ottawa today between the government and the Bloc Québécois. It all had to do with what may or may not happen after a yes vote in Quebec. Paul Adams reports. Paul Martin has suddenly emerged as Ottawa's tough guy in the fight with Quebec's sovereignists. Il n'y aura pas d'union économique entre le Québec et le Canada. Canada would not negotiate an economic association with a sovereign Quebec, says the finance minister. That would mean reopening the North American Free Trade Agreement, and that would mean making new concessions to the United States. Martin says that's not on. Tout ça a été fait pour libéraliser le commerce, pas pour l'arrêter. Lucien Bouchard says Martin doesn't understand the world of liberalized trade, and the Bloc Québécois says there's something else Martin doesn't understand. Il n'a pas d'autre choix que de négocier. The Bloc says Canada would have no choice but to negotiate because it would want a sovereign Quebec to carry its share of the national debt. It's obvious that one of the first steps of English Canada will be to run after Mr. Parizeau, to ask him, to beg him to sit down and discuss what should be the share of Quebec. Martin shot back the sovereignists are sending a dangerous message to foreign investors. To all of the international creditors, all of those who would lend money, all of the international money markets, we will use you. Not Canada. They will use international money markets as a pawn. And I'll tell you, the international money markets won't stand for it. What the money markets won't stand for, says the Quebec Premier Jacques Parizeau, is a federal finance minister who thinks the national debt could be divvied up without negotiations. I'm sure they must be a little anxious. So now each side in this debate is telling investors they have reason to be nervous about what the other side is saying. And that may put Canadians on edge. After all, it's their dollar and their interest rates that tend to bounce around when the markets get skittish. Paul Adams, CBC News, Ottawa. Tonight, the jury is out. O.J. Simpson waits for a verdict. Hospital cuts, recommendations to slash in Toronto, keeping gangs out of school. Depuis 8 mois, pour le compte du réseau TVA, la presse et le Toronto Star donnent une avance de 10 points aux forces du non. Une avance qui fluctue cependant beaucoup selon les régions de la province. Sylvain Drapeau analyse pour nous les résultats. Malgré l'offre de partenariat, le non est en tête avec 55 % des intentions de vote contre 45 % pour le oui après répartition des indécis. Mais le oui est en avance chez les francophones.
Sauf qu'à Montréal, le non fait le plein des anglophones et des allophones, si bien que 39 % ont l'intention de voter oui et 61 % de voter non. Le reste du Québec est divisé en deux. Dans ce sondage, les Québécois semblent dire que pour répondre à leurs aspirations, la souveraineté n'est pas essentielle, que le système fédéral est suffisamment souple pour cela. Mais cette souplesse, ils veulent qu'elle se manifeste rapidement. Tout comme les Canadiens des autres provinces, les Québécois veulent qu'Ottawa fasse une nouvelle offre pour améliorer le fédéralisme, et ce, avant la tenue du référendum. Sauf que cette opinion n'a rien d'un ultimatum. Jusqu'à maintenant, comme on le voit dans le sondage, le camp du non n'a même pas à faire d'offre jusqu'à maintenant pour convaincre les Québécois de voter non. Car entre le statu quo et la souveraineté, les Québécois préfèrent à 45 % le statut actuel du Québec, 39 % optent pour la souveraineté, ni l'un ni l'autre, disent 5 % des répondants. Il y a 12 % d'indécis. Selon le sondage, il y a bien d'autres préoccupations que la question nationale. Le référendum est devenu la préoccupation principale pour 27 % des répondants, actualité oblige. Mais l'emploi et le chômage préoccupent aussi 26 % des gens. Suivent dans l'ordre la réforme de la santé, l'économie, le déficit, la situation du français, les Autochtones et l'immigration. La principale menace qui est perçue par les Québécois, c'est beaucoup plus une menace d'insécurité économique qu'une menace sur le plan culturel ou linguistique. Il reste 30 jours au camp du oui pour renverser la situation. C'est une grosse commande. Il lui faut mener une campagne impeccable. Il faudra aussi que ses adversaires commettent des bourdes importantes pour espérer gruger l'avance du non. Demain, deuxième volet de ce sondage, le partenariat, la seule chance du camp du oui. Sylvain Drapeau, TVA, à Montréal. La liste des membres du Conseil du patronat comme peau de chagrin se rétrécit encore aujourd'hui. Après qu'Hydro eut lancé le bal cette semaine pour protester contre l'appui que donne le CPQ aux forces du non, c'est la SOQIP, la SOQIA et le chantier maritime de la MILDV qui se retirent. La Société des alcools et l'Auto-Québec l'avaient fait hier. Des choix qu'approuve le premier ministre Parizeau, qui a aussi clairement laissé entendre que les récentes déclarations du président de la Standard Life pourraient coûter 11 millions à sa compagnie. Bernard. Président, il y a quelques mois, quelques semaines même, les gens disaient les artistes n'ont plus envie d'aller sur les tribunes et de parler de la souveraineté. Mais ce soir, en tout cas, ce pari-là a été gagné. Merci Patrice. Au revoir. Bonne fin de soirée. Merci. Du côté du camp du non, eh bien, on ne veut pas du débat à 4, ce débat que le premier ministre Jacques Parizeau a proposé hier. Ni Jean Chrétien ni Daniel Johnson n'en veulent. Le premier ministre fédéral et le chef du Parti libéral du Québec affirment que si Jacques Parizeau veut élargir la confrontation, c'est parce qu'il a besoin que Lucien Bouchard vienne à sa rescousse. Les explications de Daniel Lheureux. Pour être certain de rencontrer le vrai patron. Jacques Parizeau prenait tout le monde par surprise hier soir en demandant que le débat télévisé de la campagne référendaire devienne un débat à 4 avec Jean Chrétien et Lucien Bouchard. Un défi que le chef du Bloc a relayé au premier ministre. Se pourrait-il que le premier ministre fédéral, le gardien de l'intégrité canadienne, se pourrait-il qu'il ait peur de son option au point de refuser de participer à un débat télévisé d'1 heure et demie? Monsieur le Président, en 32 ans, c'est la première fois qu'on m'appelle peureux. Franchement. Peureux, moi, demande Jean Chrétien, c'est plutôt Jacques Parizeau qui a besoin que Lucien Bouchard vienne à sa rescousse. Pour moi, c'est évident que pour la première fois dans sa vie, M. Parizeau a perdu confiance en lui-même. Et ça me surprend, c'est pas ses habitudes pourtant. Jean Chrétien ne participera pas au débat parce que c'est Daniel Johnson qui est le chef du camp du non. Daniel Johnson qui, lui aussi, accuse Jacques Parizeau de se cacher. Et là, Jacques Parizeau se cache derrière Lucien Bouchard depuis 2 jours. Là, on voit ce qui se passe véritablement. Vous êtes en train d'enfoncer le pays dans la faillite. Réputé être le politicien le plus populaire au Québec, Lucien Bouchard avait marqué plusieurs points dans le débat de l'élection fédérale de 1993. Mais la stratégie souverainiste consiste bien davantage à entraîner Jean Chrétien sur le sentier référendaire, dans l'espoir de le voir trébucher. Donc, on lui demande, une dernière fois, d'accepter de venir comme premier ministre du Canada, se confronter avec ceux qui ne pensent pas comme lui à la télévision pendant 1 heure et demie en direct.
Jean Chrétien répond que loin de se défiler, il est présent aux communes chaque jour pour répondre aux questions. Mais si le premier ministre du Canada persiste à ne pas participer au débat, Lucien Bouchard n'est pas prêt à dire que Jacques Parizeau refusera d'affronter Daniel Johnson. Est-ce que le débat aura lieu quand même? Est-ce que c'est la condition du camp du oui, un débat à quatre? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis disponible. Je ne sais pas comment ça va se passer ensuite. Le débat est prévu pour le 15 octobre. Les négociations entre les réseaux de télévision et les deux camps doivent reprendre lundi. Daniel Lheureux, à Ottawa. Bien, on vient de le dire, quant au consortium des télédiffuseurs, il convoque les représentants des comités du oui et du non lundi matin pour une séance de travail. Le consortium, formé de la société Radio-Canada, Radio-Québec et TVA, maintient sa demande pour un débat de 90 minutes réunissant uniquement les présidents des comités du oui et du non le dimanche 15 octobre. Jacques Parizeau et Daniel Johnson avaient d'ailleurs déjà confirmé leur accord de principe à cette invitation. The song is a fake, a mystery singer and a good imitation of Dion's voice. But the fake was a big hit. It played on half a dozen radio stations across the province. And a lot of music fans found the whole thing very funny. This is the life. She's a star. Everybody knows her, so... But Céline Dion and her manager, René Angelil, are not laughing. They threatened the radio host with lawsuits and injunctions. It's not the first time Dion's name has been linked to politics. And having dabbled once, she wasn't keen to get involved again. Happy birthday, Canada. A couple of years ago, Dion came out in support of Canadian unity. I'm against separation. She was raked over the coals in the French press for that, and she swore off politics. René Angelil feels that they're being used as cannon fodder in the yes-no debate, and he doesn't want to be in that position. Her fans leaped to her defense. That's not fair. I would not say it's fair. Because it's her, all her career, she puts lots of energy in that, and someone takes that away, and no, pas du tout. Others say it's no big deal and won't affect the way they vote in the referendum. As for the superstar and her husband, On ne veut pas parler de politique. Question suivante, s'il vous plaît. we don't want to talk about politics, he says. But he added the radio station has apologized, so Dion has dropped her lawsuit. Lynn Robson, CBC News, Quebec City. Politics and music also mixed in Montreal tonight. There was a big rock show at the Forum by Quebec artists for independence. Geneviève Beauchemin reports. Emotions were running high tonight at the Montreal Forum. Almost 10,000 people crowded in to sing to the tune of Separation. Well, this is a great opportunity for us to put emotion into the debate that's been there's been no emotion up to now, so this is the big night. We hope it's going to get troops started for the referendum period. This group of singers and actors call themselves Artists for Sovereignty. They hope their show of support will help the cause. People who still don't know how they'll vote will see their idols here tonight, she says, and they'll side with them. And that's exactly what Jacques Parizeau and Lucien Bouchard need. Of course, most of the people here tonight aren't old enough to vote. It doesn't matter if I can't vote, he says. I have to say how I feel because I will be the one living in a country after. The artists hope their show makes a lasting impression with all Quebecers, one that lasts until referendum day. Geneviève Beauchemin, CBC News, Montréal. Sur les coûts associés à la souveraineté. Marc Godbout explique. C'est Daniel Johnson. Pour sa dernière sortie publique avant le décret référendaire, Daniel Johnson a choisi un comté où il pourrait bien obtenir le vote des communautés culturelles. Dans La Fontaine, la population est à 35% multiethnique. Daniel Johnson insiste. En votant non au projet diviseur de Jacques Parizeau, dit-il, vous pourrez demeurer québécois et canadien. Mais en disant oui, ajoute le chef du non, il n'y aura pas de deuxième chance. Un nouveau pays,
Tu ne fais plus partie du Canada. Tu ne peux pas te recoller. Tu ne peux pas redevenir Canadien. C'est impossible. Irrémédiable, irréversible, final, sans appel, définitif. Prenez le mot que vous voulez. Il y a juste une chance. Il n'y a pas un autre référendum après ça. Puis Daniel Johnson s'en prend au gouvernement Parizeau, qui l'accuse de manquer de respect à l'égard des Québécois. Le chef du camp du non fait allusion aux études du ministre délégué à la restructuration sur les coûts de la souveraineté au lendemain d'un oui. Des études dévoilées à la dernière minute, à quelques heures du début de la campagne. Et moi, je demande au premier ministre, à M. Parizeau, de commander à ses ministres de faire preuve de respect à l'endroit des Québécoises et des Québécois. Ça commence là, la transparence. Ça commence là, la vérité. Ça commence là, des raisons de voter. Question de jouer prudemment et de garder son élan des dernières heures. Daniel Johnson ne reprendra ses activités officielles que dimanche à Québec, une fois que le coup d'envoi officiel de la campagne aura été donné. Ici Marc Godbout, à Rivière-des-Prairies. Un autre sondage confirme l'avance prise par le non dans les intentions de vote des Québécois. Un sondage CROP TVA La Presse accorde 47 % au non et 39 % au oui. 8 % des personnes interrogées se déclarent indécis, 4 % refusent de répondre et 2 % s'abstiennent. Le sondage effectué auprès de 2020 personnes entre jeudi dernier et lundi comporte une marge d'erreur de 2,2 %. Les pensions de vieillesse sont association with Canada, while 45% would vote yes. The poll questioned 2,000 Quebecers between September 20th and the 25th. The crop results are being released on the day that the leaders of the yes and no forces are accusing each other of being frightened. More on that from CTV's Rosemary Thompson. There's a nasty edge to this referendum campaign. Both sides trade insults. First, Lucien Bouchard invites the Prime Minister to take part in a televised debate. When he refuses, Bouchard says, Se pourrait-il qu'il ait peur de son option? Could it be that he's frightened? Monsieur le Président, en 32 ans, c'est la première fois qu'on m'appelle peureux. Franchement. In 32 years of politics, says Chrétien, it's the first time anyone's called me scared. The televised debate was supposed to be a rematch between Quebec Premier Jacques Parizeau and Liberal leader Daniel Johnson. During the last provincial election, Johnson performed better than expected. Now sovereignists want a four-way debate, putting Bouchard and Chrétien on the same set. Jean Lapierre says it's just the latest move in the Parti Québécois' new aggressive strategy. Frankly, I don't think they have any expectation of getting Chrétien involved in a debate. They know he will never go, but they're now trying to stir what we call a debate under debate, and they're trying to put Chrétien and the Federalists on the defensive. The Parti Québécois went on the offensive this week when Federalist businessman Claude Garcia said it wasn't good enough to win the referendum, that separatism had to be crushed. Il faut écraser. Garcia is the president of Standard Life Insurance. The Parti Québécois used his comments in newspaper ads asking Quebecers if they wanted to be crushed. And despite an apology from Garcia, Jacques Parizeau is now reviewing $11 million worth of contracts with the company. I'm not trying a vendetta with respect to Standard Life. All I say is that, look, political statements of the rabid variety attract attention. And as more polls come out this weekend showing the yes forces behind, many believe this campaign is about to get meaner as sovereigntists struggle to bring the momentum back to their side. Rosemary Thompson, CTV News, Montreal. And close to 10,000 pro-sovereignty supporters gathered at the Montreal Forum tonight. It was a concert organized by Artists for Sovereignty, a group of popular Quebec entertainers. About 20 artists performed for the crowd, which included Premier Jacques Parizeau and Bloc Québécois leader Lucien Bouchard. Briefly enough. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre édition quotidienne du référendum aujourd'hui. Ce soir, comme c'est notre habitude, nous allons faire le tour de l'actualité référendaire. Nous aurons plusieurs reportages, évidemment. Et puis, dans le but de mieux vous faire comprendre les enjeux du référendum, nous allons vous présenter des extraits et des déclarations des acteurs politiques. Entre autres, ce soir, évidemment, le discours à la population du Québec du premier ministre Jacques Parizeau, qui sera suivi de la réponse de Daniel Johnson. Tout ça est arrivé à l'occasion du décret électoral lançant officiellement la
la campagne référendaire. Mais pour commencer, voici les nouvelles. À Québec, donc, le gouvernement a adopté le décret qui fixe au 30 octobre la tenue du référendum. Un référendum qui demande à 5 millions d'électeurs québécois de se prononcer pour une deuxième fois sur leur avenir. Tout de suite, les deux chefs des deux camps, Jacques Parizeau et Daniel Johnson, ont adressé un message télévisé aux Québécois dans lequel ils exposent leur plan de campagne. Nous avons deux reportages là-dessus. D'abord celui de Gilles Morin sur le oui, puis celui de Christine Saint-Pierre sur le non. Et enfin, officiellement, ça commence maintenant. C'est parti. Jacques Parizeau a réuni les 6 ministres de son comité des priorités pour adopter le décret enjoignant le directeur des élections de tenir un référendum le 30 octobre. Les Québécois devront voter oui ou non à un projet de souveraineté assorti d'une offre de partenariat avec le reste du Canada. Le camp du oui ne passera pas les 30 prochains jours à expliquer uniquement les mérites de son option. Jacques Parizeau demandera à Jean Chrétien de venir expliquer aux Québécois les conséquences d'un non. Oui, je vais mettre l'accent sur les dangers d'un non. Ce qu'on sait déjà est largement suffisant pour qu'on soit en mesure de mettre les électeurs en garde contre ça. En même temps qu'on explique ce que le oui va nous donner comme possibilité aux Québécois. Dans le camp du oui, on prétend que le premier ministre canadien fait flotter des perspectives dangereuses sur les pensions de vieillesse et l'assurance chômage si le non l'emporte le 30 octobre. C'est pour cette raison que Jacques Parizeau exige la présence de Jean Chrétien dans le débat télévisé des chefs à la mi-octobre. D'ailleurs, dans son message à la Nation en début de soirée, le premier ministre Parizeau est revenu à la charge contre Jean Chrétien et sur les conséquences de voter non. C'est triste à dire, mais si on vote non, on remet notre avenir entre les mains de gens qui ont consacré leur carrière à faire reculer le Québec. En 1980, après le non, Jean Chrétien a fait reculer le Québec. Les souverainistes amorcent la campagne référendaire en accusant un certain recul dans les sondages. En fin de semaine, Crop indiquait un écart de 10 points en faveur du non. Le camp du oui réplique avec un sondage interne du Parti québécois où l'écart serait réduit à 5 points en faveur du non. Quoi qu'il en soit, il se montre déterminé à se retrousser les manches. Je pense que la partie est plus aérée qu'on pourrait le souhaiter, mais nous venons de gagner la semaine qui s'est passée. La dernière semaine était bonne pour nous, je crois, et nous avons l'intention ferme de les gagner toutes, les 4 qui restent d'ici la fin. Et si on les gagne toutes, on va gagner le référendum. La caravane du oui amorcera sa tournée des régions avec un premier arrêt ici, à l'Hôtel de Ville de Québec. Une visite en terre inconnue, puisque l'hiver dernier, le maire Jean-Paul Lallier avait présidé la commission régionale sur l'avant-projet de la souveraineté. Gilles Morin, à Québec. Merci, madame. Le chef du camp du non se lance officiellement dans la campagne en affichant la confiance de celui que même l'adversaire place en avance dans les sondages. La campagne commence. Et moi, je connais juste une vitesse, c'est à la planche. Dans son discours à la Nation, le chef du camp du non a dénoncé le projet du gouvernement québécois qui, dit-il, mène on ne sait où. C'est un saut dans l'inconnu. Selon Daniel Johnson, les Québécois ne seront pas plus québécois après un oui, ils ne parleront pas plus le français et n'auront pas plus le contrôle de leurs écoles. Serons-nous plus québécois en cessant d'être canadiens? La réponse est non. Aussi, il a une fois de plus dénoncé l'offre de partenariat qu'il continue de qualifier d'irréalisable, son thème favori depuis le début. On nous demande donc d'approuver une offre dont on nous cache le texte. Et on ne sollicite aucunement notre accord sur les suites concrètes ou le rejet de cette offre. Le détournement de mandat pur et simple. Par ailleurs, Daniel Johnson refuse carrément d'aller là où le camp du oui veut l'amener, c'est-à-dire sur la question des compressions dans les programmes sociaux. Le thème de la campagne, c'est le statut politique du Québec. À son avis, le camp du oui ne donne aucune garantie sur l'avenir des programmes sociaux dans un Québec souverain. Personne ne peut échapper aux compressions. Et est-ce qu'un citoyen québécois, le lendemain de la séparation politique, a une meilleure emprise sur ce qui se passe autour de lui? Daniel Johnson affirme que jamais le Québec ne pourra négocier d'égal à égal avec le reste du Canada. Le camp du non consacrera sa première semaine officielle de campagne référendaire à la région de Montréal. Vendredi, il y aura un grand rassemblement à Shawinigan et au cabinet du premier ministre Chrétien à Ottawa. On confirme que ce sera là l'occasion de la première sortie officielle du premier ministre dans le débat référendaire. Christine Saint-Pierre, à Québec.
Mesdames, Messieurs, nous allons juste interrompre un instant notre émission référendaire puisque nous venons d'apprendre qu'une violente explosion s'est produite au coin de la rue Huron et Ontario, dans l'est de Montréal. Il semblerait que ce soit le local des Rock Machines qui aurait été la cible de l'attentat. Des ambulances et des policiers sont sur place. Nous poursuivons donc notre émission référendaire avec la Fédération des femmes du Québec qui prend position, elle, en faveur de la souveraineté. Regarde, si tu l'as au brut avant... Pour minimiser l'écart de 8 à 10 points favorable au camp adverse dans les derniers sondages, le oui a sorti le sien. Il ramène cet écart à 5 ou 6 points en faveur du camp du non. Non, il n'y a pas 8-10 points d'écart. Les écarts sont moins considérables que cela. Cependant, je pense que la partie est plus aérée qu'on pourrait le souhaiter. Puis si jamais il y a un non, ce sera la décision de la population. On va accepter la décision de la population, mais je suis très confiant qu'on n'aura pas à travailler avec ce scénario-là. Ça sera difficile, admettaient Lucien Bouchard et Mario Dumont, juste avant une séance de travail avec Jacques Parizeau. Les trois chefs ont cependant vu l'organisation accélérer le rythme sur le terrain. Les pancartes du oui sont maintenant bien visibles. Chers Québécois, chers Québécois. Dans une adresse à la population, le premier ministre a laissé entendre qu'il s'agissait peut-être du dernier référendum. Il est possible que le 30 octobre soit notre dernier rendez-vous collectif. S'il veut reprendre du terrain, le camp du oui doit forcer le jeu. Le premier ministre a évoqué un thème que les souverainistes avaient pratiquement classé tabou depuis des années, la situation du français à Montréal. Jacques Parizeau affirme que dans 25 ans, la majorité des Montréalais ne sera plus francophone. Bernard Plante, TVA, à Québec. De son côté, le chef du camp du non accuse Jacques Parizeau d'essayer de faire dévier le débat en faisant porter la campagne du oui sur l'avenir des programmes sociaux. Le chef libéral met en garde les Québécois et il affirme que le gouvernement ne cherche qu'à cacher l'enjeu véritable du référendum. Le reportage de Paul Larocque. Daniel Johnson descend dans l'arène référendaire en refusant mordicus de s'engager sur le terrain choisi par Jacques Parizeau. C'est une gigantesque blague que tente de nous faire avaler Jacques Parizeau. Si on vote non, le 30 octobre... C'est entouré de militants qu'il a vu le leader souverainiste insister sur les conséquences d'un non, entre autres sur les programmes sociaux. Le 30 octobre, la décision que le gouvernement du PQ nous invite à prendre ne vise qu'un objectif. Voulons-nous, oui ou non, que le Québec se sépare du Canada? Et car Daniel Johnson n'a pas mis de temps à mettre en garde les Québécois. Le choix du 30 octobre, dit-il, ne porte pas sur le chômage, pension de vieillesse, bref, sur des choix budgétaires, mais sur un pays. Et il accuse Jacques Parizeau de tenter de berner les Québécois. Qu'est-ce qu'un Québec séparé avec un déficit de 9 à 15 milliards va faire des programmes sociaux? Parce que Jacques Parizeau est en train sérieusement de nous dire qu'il veut qu'on vote sur des choix budgétaires des 10 prochaines années en Amérique du Nord. C'est de détourner l'attention, c'est un détournement de mandat, ça. Un détournement de mandat pur et simple. Si on fait un beau sourire à vous arrêter... Visiblement confiants et forts d'une avance indéniable dans les sondages, les fédéralistes s'en tiennent à leur plan de match. Un plan où Jean Chrétien n'aurait au fond qu'un rôle accessoire pendant la campagne. À peine 2 ou 3 apparitions publiques en un mois. Et où surtout il n'est pas question que le premier ministre fédéral ne participe au fameux débat télévisé qui est toujours prévu pour le 16 octobre, en principe. Ici Paul Larocque, TVA, à bord d'autobus du non, à Québec. La Fédération From CBC News. Tonight, shocker in L.A., a verdict in the Simpson case. A new CBC poll, another boost for the no side. The Somalia affair, documents changed, tapes destroyed. And on our magazine, the Sovereignty Showdown. You know what they say, it's all in the details. We'll take a close look at the CBC poll results and hear from pollsters and strategists with their views on your responses. People are ready to vote for sovereignty, and they think that they will still be part of Canada, that Quebec will be a province of Canada, and that they will elect MPs to Ottawa. So there's a confusion. A special extended edition of the National Sovereignty Showdown. The National, a special edition with Hannah Gartner and Peter Mansbridge. Good evening. There's never been a shortage of shocking surprises in the Simpson trial, and tonight,
is no exception. Busiest people tonight are the various lawyers who've been working as analysts for media organizations. One of the best, Laurie Levinson. Turning to other news of the day, a CBC poll on the Quebec referendum. With 4 weeks to go before the vote, this poll suggests most Quebecers have made up their minds and that most plan to vote no. The results from our chief political correspondent, Jason Moskowitz. As the referendum campaign begins, Lucien Bouchard is the political leader Quebecers trust the most in terms of protecting Quebec's future. And no one on either the sovereignist side nor the federalist side is even a close second. Bouchard is most trusted by 31% of Quebecers. Prime Minister Chrétien is the distant second, most trusted by 13% of Quebecers. Premier Jacques Parizeau has the confidence of 10%. His other sovereignist partner, Mario Dumont, is also at 10%. Other leaders on the federalist side do no better. Danielle Johnson is at 10%. Conservative leader Jean Charest scores 8%. The CBC poll indicates the sovereignists have a lot of campaigning to do. While among decided voters, the spread is 55% no, 45% yes, with 13% undecided. One thing that is clear is why the three sovereignist leaders signed the agreement they did last June, highlighting an economic and political association with the rest of the country. Significantly, 56% of Quebecers say they would vote yes if they were fairly sure there would be shared political and financial institutions after a yes vote. Only 30% of Quebecers say they would vote yes if they were not so sure an association with the rest of the country could be worked out. But just as significantly, the CBC poll indicates strong resistance from the rest of the country to every key element of the Quebec government's proposal for sovereignty association. Outside of Quebec, 62% say no to common political institutions, 82% say no to common currency, 59% reject the idea of a sovereign Quebec using Canadian passports. These figures explain Paul Martin's speech in Montreal last week when he told Quebecers no deals, no arrangements, no easy access to free trade after a yes vote. Would a separate Quebec be part of NAFTA? Possibly. But the real question is when and at what price. If the yes side wins the referendum, the CBC poll asked Canadians living outside of Quebec which leader would they trust the most to best protect Canadian interests. 49% replied that a Quebecer, Jean Chrétien, would be their first choice to best protect their interests. Preston Manning finished a distant second at 12%. Jason Moskowitz, CBC News, Ottawa. Some details now about how our poll was done. Interviews were conducted between September 19th and 25th. In Quebec, 1,820 people were questioned by the SOM polling organization. Just under 800 people were questioned in the rest of Canada by Environics. The margin of error for the Quebec results is 2.7%, 19 times out of 20. For the rest of Canada, it's 3.5%. Well, there's a lot more in the poll, of course. Hannah Gartner will have those stories later on our magazine, a special edition from Montreal. Here she is now with a preview. Hannah? Hi, Peter. Tonight we will take a close look at just what the CBC poll tells us about ourselves. Terence McKenna has an in-depth report on the results with the views of some pulse-taking pollsters thrown in. Some of the interesting areas up for exploration include what seems to be ongoing confusion around the wording of the referendum question and the attachment that many Quebecers say they feel for Canada. Also, we have two key players in the referendum debate with us here to hammer out the meaning of some of the findings. So I'll see you in a while. Thanks, Hannah. The CBC poll is just one of the polls that's been done so far. To help put it in context, here's a look at what the other polls have shown in the month since the referendum question was tabled. In the first week, the yes side had the slimmest edge, but in weeks 2 and 3, the no side was ahead, and it stayed in the lead last week, week 4. Several polls released that week put the no side anywhere from 4 to 10 points ahead. Jacques Parizeau spent the day trying to reverse those poll numbers. Mark Kelly now on a day dominated by questions of identity.
The Sovereignists kicked off their campaign in Quebec City, the cradle of French North America. Jacques Parizeau used the symbolic setting as a backdrop, as he urged Quebecers to preserve their French identity. We are a people, he says, and the only way Canada will recognize that is to vote yes and create our own country. We're certain that we are a people, and the will of the people will prevail. Oui. Parizeau's colorful campaign bus will carry the Sovereignist message across Quebec. Their slogan is simple: vote yes and everything is possible. Jobs, a cleaner environment, even peace. A power to the people pitch reflected in the campaign posters. The leader of the No Forces, Daniel Johnson, also appealed to Quebecers to protect their identity, but he says that can best be done in a united Canada. Est-ce que, en votant oui, will voting yes make us more Québécois? The answer, he says, is no. Sovereignty would give more power to the politicians, he says, not the people. Johnson says a sovereign Quebec would be isolated in North America with no ties to Canada. There is no doubt in my mind that the level of feeling that would run in Canada following the breakup of the country is not conducive to constructive negotiations in any way, shape, or form. Negotiations are bogging down on another front, on the issue of a televised debate. The yes side says Prime Minister Chrétien must take part. Daniel Johnson says it must be between him and Parizeau. And the television networks say if both sides can't hurry up and agree, there may not be any debate at all. Mark Kelly, CBC News, Montreal. And a bit of a stir created on the campaign trail today by a decision taken on Canada's west coast. Surrey, British Columbia's second largest city, is unloading most of its $30 million in Quebec bonds. The CBC's Terry Malefsky has more on that story. This is Surrey, not Las Vegas. Around here, city councillors say they don't gamble with public money. My concern was simply to protect Surrey tax dollars. This councillor says she's not being political, just careful. I raised the question when I saw 30 million there, and knowing the referendum was coming, I raised the question. And it was a little innocent question, I thought at the time, and it has blossomed. C'est un geste politique. It has blossomed. In Ottawa, Bloc leader Lucien Bouchard denounced Surrey for a political gesture, and Finance Minister Paul Martin urged investors to understand we're going to win the referendum. But one Surrey politician had a blunt message. The people of Quebec, I think, have to come to a realization that if they vote yes, there are going to be some very, very difficult financial times ahead. But Jacques Parizeau poo-pooed the whole thing, saying Surrey's $30 million isn't much. Quebec bond traders handle 10 times that every day. So we're talking about the transactions equivalent to about an hour of transaction, an hour. But there's more than an hour and more than Surrey at stake here. Most municipalities anywhere in Canada are forbidden by provincial law to invest in foreign countries. That would include a sovereign Quebec. The only reason there aren't more Surreys is that most investors believe the polls. It closed today. In fact, the ups and downs of interest rates on bonds, the spreads that traders look for, suggest that investors are betting on the no side. The spread has been narrowing, which indicates that investors are becoming less concerned about Quebec bonds and are in fact in the market buying. Except, of course, in Surrey. Terry Malefsky, CBC News, Vancouver. Comité d'organisation de la campagne du non, ancien président de la Banque nationale, ancien haut fonctionnaire aussi du Québec. Et puis, en face de lui, Yves Duhem, président du Conseil de la souveraineté du Québec, ancien ministre, chef d'entreprise. Et je dois vous dire que nous avons, avant de commencer ce débat, tiré au sort pour savoir à qui s'adresserait la première question et qui aurait le mot de la fin. Donc la première question, je l'adresse à M. Bélanger. C'est comme ça que le sort en a décidé. M. Bélanger, j'aimerais qu'on enchaîne avec ce qui vient d'être dit dans l'émission, justement, cette espèce de portrait-là, d'une sorte d'abîme. Je pense que c'est Richard Nadeau qui a décrit le portrait entre 76 % des Québécois qui veulent du changement et 75 % du reste du Canada qui, sur des questions qui ont toujours été synonymes de changement au Québec, la société distincte, le droit de veto pour le Québec, qui ne veulent vraiment pas de changement. Comment allez-vous, après 3 échecs, comme je l'ai dit tout à l'heure, résoudre ce problème-là? Comment pouvez-vous promettre aux Québécois que vous pouvez le résoudre advenant un non? Il faut d'abord se rappeler
qu'on ne peut pas se poser ces questions-là tant qu'on n'a pas d'abord réglé la question qui est devant les Québécois. Les Québécois, actuellement, ne sont pas appelés à répondre à des types de changements qu'ils veulent avoir. Ils sont appelés à répondre à une seule question. Est-ce qu'ils veulent dire oui à ce que leur propose le gouvernement du Québec? Et à ce point de vue-là, il faut noter très particulièrement que le type de partenariat qui est offert aux Québécois est quelque chose de très précis et que ce type de partenariat n'a pas du tout été évoqué dans la question qui a été posée dans ce sondage. On parle d'un partenariat où le pays qui aurait 25 % de la population, qui aurait le tiers de la population de l'autre, aurait des droits égaux, 3 ministres qui devraient tout décider à l'unanimité dans des domaines comme l'union douanière, la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, etc., la citoyenneté, la mobilité de la main-d'œuvre et la monnaie. C'est un système qui, par définition, quiconque a déjà dirigé une entreprise où il y avait égalité des voix et tout devait se décider à l'unanimité, vous apprend que ça ne peut pas fonctionner. Alors, une question où on propose un partenariat qui ne peut pas fonctionner, ça évacue complètement tout ce que les Québécois peuvent désirer en termes soit de partenariat, soit d'échanges économiques et soit d'union. Je voudrais vous ramener brièvement à ma question avant de passer à M. Duhem. Il reste qu'au cours de cette campagne, tout le monde parle de l'avenir de votre côté. Vous promettez des choses pour l'avenir. J'aimerais qu'on parle de vos promesses. Un non signifie du changement. C'est ce que votre chef, M. Johnson, répète partout. Alors, ma question, c'était quelle garantie offrez-vous pour qu'il y ait du changement, compte tenu de ce qu'on vient de dire ce soir? Ce que nous disons depuis le début, ce que nous répétons, c'est que si on vote non, on garde toutes ces options ouvertes pour l'avenir. Il est évident qu'après un vote non, avec un gouvernement élu au Québec démocratiquement, qui restera au pouvoir peut-être encore 3 ans, il n'y a aucune possibilité d'envisager des changements constitutionnels parce qu'il y a un gouvernement du Québec qui ne le désire pas et qui ne pourra pas faire de propositions et qui ne répondrait pas à des propositions venant d'ailleurs. Ce n'est pas à nous qui proposons qu'ils doivent avoir un vote non pour garder les options ouvertes, qu'on doit demander maintenant de faire des propositions sur les changements qui suivraient immédiatement le référendum. Pour l'avenir, la réponse est déjà venue plus tôt dans votre débat. Si on veut des changements après, il faut envisager, en temps et lieu, et une chose après l'autre, d'abord s'assurer qu'il y aura la réponse la plus claire qui amènerait le refus de la séparation, et ensuite élaborer plus précisément ce qui se passerait après qu'il y aurait un gouvernement au Québec qui accepterait que le Canada existe et va continuer à exister. Cracks and signs of discord surfaced within Quebec's separatist camp today. Premier Jacques Parizeau was not amused when he learned that one of his allies, Mario Dumont, had criticized some aspects of the separatist campaign. CTV's Rosemary Thompson reports. Mario Dumont was the junior partner and the silent partner of Team Sovereignty until today. In a conversation with reporters, Dumont, leader of the Action Démocratique, said he's frustrated with the defeatist attitude of some members of the Yes camp. For me, a defeatist attitude is unacceptable, especially when you're dealing with the future of Quebec. Dumont was speculating about a Yes defeat on the media bus. He said sovereignists were caught off guard by the Federalist campaign. They started a very aggressive campaign on the personalities, on deviating the question to separation. Maybe they gained for a short period a few points, but I'm not too worried. Dumont wanted this campaign to concentrate on an economic and political partnership with Canada. He's known as a soft nationalist, and he sounded even softer today when he told radio listeners this vote isn't about separation. C'est ça, l'inverse de la séparation, c'est ça, un nouveau partenariat économique et politique. It's the opposite of separation, he says. It's about a new economic and political partnership. When asked about Dumont's comments, Premier Jacques Parizeau refused to answer. Why aren't you answering the questions, Mr. Parizeau? Some observers believe Dumont is trying to distance himself from a campaign that isn't taking off. Well, I guess Mario Dumont is just saying what every other sovereignist is saying privately. Right now, there's a confidence crisis. They've been looking at the polls. They don't know what to do. And in a way, the wheels are coming off the wagon. But these wheels still have a long way to go. There's nearly 4 weeks left. Sovereignists say it's more than enough time to turn this campaign around. Rosemary Thompson, CTV News, Rivière-du-Loup. Some of Canada's most famous hockey heroes appeared on Parliament Hill today, and Prime Minister Chrétien was the one who scored. He took advantage of the visit to lob a shot in the direction of his separatist opponents. And some of the former superstars also found themselves stick-handling right into the referendum debate. CTV's Dave Wren reports. Mr. Howie Meeker. They're some of Canada's all-time hockey greats.
et M. Henri Richard. They were in the stands watching Canada's other national sport, referendum politics. Bloc leader Lucien Bouchard was on the offensive, accusing Federalists of trying to blackmail Quebec business into voting no. Not very noble, Mr. President, to be a Federalist because we are blackmailed. Prime Minister Chrétien deflected the shot, referring to the hockey legends as an example of how Canadians can work together and win. They have proven that they could become the best in the world, French and English, but all of them proud Canadians, Mr. Speaker. Not all of the former players are anxious to join the unity debate, but they're all on the same side. I've been a Canadian all my life. I played hockey with Montreal Canadiens. Why should I change now? They have to be part of it. There's no cotton picking way they're going to leave this country. That didn't stop Bloc MP Suzanne Tremblay from trying to cozy up to Montreal's legendary Jean Beliveau. My position is very clear. They know where I stand, and I'm a Canadian, and I'm very proud. This is easy. There you go. The Prime Minister went from hockey to help launch a new unity song by a group of Liberal MPs. It's called Stand Up for Canada, eh? I'm proud to be a Canadian, but I'm afraid of what's happening in this great land. They're the True Grit Band, and they're distributing their new single nationwide. Stand Up for Canada is sort of that sort of sing-along, tap-along sort of song. Stand up for Canada, hey. She's a rebel, and let's do that way. A bit hokey, perhaps, said one MP, but it's Canadian. Dave Wren, CTV News, Ottawa. Et 16 en arrière. Quebec. You will say yes? That way you'll all become Quebecers. The English will be the majority in Quebec, and you will run it like you want. La tribune politique d'André-Philippe Gagnon et de Stéphane Laporte, c'est celle des salles où ils produisent leur spectacle. Ou de l'anxiété que peuvent avoir les Québécois vis-à-vis leur avenir. Mais ce qui nous rend différents au Canada ou dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, c'est d'avoir ces pouvoirs culturels. Nous les avons